Les cris étaient étouffés depuis longtemps, mais dans le silence métallique des chambres cryogéniques, ils résonnaient plus fort que jamais. Où je passais le scanner sur les joints de la porte scellée. Mes mains, couvertes de ces fines lignes blanches que les décharges électriques laissent sur la peau, bougeaient avec une lenteur étudiée. Chaque geste devait être parfait. Ici, la perfection était la seule offrande acceptable. Derrière cette porte, 10 000 espoirs humains dormaient dans le froid absolu. 10 000 chances, mon expiation, pression nominale, intégrité de la coque à 980%. La voix d'Odyssée Prime, neutre et calme, emplissait le couloir étroit. Je hochais la tête, un grognement suffisait. Lia n'avait pas besoin de mes mots, elle voyait tout, elle savait tout, même le poids que je portais, surtout celui-là. Je me tournais vers le hublot de visualisation. La lumière bleutée des cuves baignait mes traits usés dans la vitre. Je ne voyais pas mon reflet, mais les rangées de cylindres chromés, chacun un futur suspendu, un bourreau, gardien d'un berceau. L'ironie était un acide qui rongeait mes insomnies. Cula, votre rythme cardiaque est élevé, recommandez une pause. Refusez. Ma propre voix, un gravier dans la gorge. La pause, c'était quand les souvenirs revenaient. Le visage du dissident que j'avais laissé filer, ses yeux emplis d'une peur qui se transformait en incrédulité puis en autre chose. Un espoir que j'avais étouffé en moi depuis. Ce souvenir était une lame émoussée qui appuyait toujours au même endroit. Je terminais la vérification, notant chaque paramètre sur l'ardoise tactile, routine, méthode, un rituel pour contenir les fantômes. Alors que je m'apprêtais à quitter la salle de contrôle, un voyant rouge clignota brièvement sur un terminal secondaire, signalant un courant parasite dans le réseau de données. Rien de critique, pas encore. La vapeur cryogénique s'enroula autour de son poignet comme un lien de contrainte oublié, et soudain, il n'était plus dans la chambre froide, mais dans la cellule chaude et moite de la baie d'exécution. L'odeur de transpiration aigre et de peur chimique m'envahit les narines, un parfum que les filtres de l'Odyssée n'avaient jamais réussi à effacer de ma mémoire. La lumière était crue, jaunâtre, taillant des ombres coupantes sur le visage du condamné. Ce n'était pas le dissident, c'était un autre. L'homme tremblait, les chaînes de contention vibraient contre les anneaux du mur. Ses yeux, dilatés par la terreur, ne quittaient pas mes mains. Mes mains, qui déjà s'avançaient vers le panneau de contrôle, vers le commutateur physique, une pièce anachronique et lourde. « Procédez, exécuteur Cula !» La voix de l'officier de service, distante dans l'interphone. Ma main pesait 10 tonnes. Je la voyais bouger, lentement, comme sous l'eau. Le bout de mon doigt effleura le plastique lisse et froid du bouton rouge. Le condamné émit un sanglot étouffé qui se transforma en un râle. Ce n'était pas le râle de la décharge neuronale. C'était celui que j'entendais chaque nuit, le son de mon propre choix, de mon obéissance aveugle. Un râle qui disait « Tu aurais pu choisir autre chose ». La pression dans ma poitrine devint insoutenable. La vapeur du présent se mêla à la sueur du passé. Je fermai les yeux, un acte de violence contre la vision. Non. Le mot sortit de mes lèvres, un chuchotement rauque dans le sanctuaire silencieux. Je rouvris les yeux. La baie d'exécution s'était dissipée. Il n'y avait plus que la forêt de berceaux chromés. Les formes embryonnaires flottant dans leur amnios artificiel, baignées d'une lueur bleutée et paisible. Mon cœur cognait contre mes côtes, un tambour de guerre dans une cathédrale de glace. Ma main était toujours tendue, mais elle ne touchait qu'à l'air froid. Le contact froid et lisse d'un berceau le ramena au présent. Je clignai des yeux, essuyai une buée imaginaire sur ma visière. Mes doigts, d'un geste presque cérémoniel, se posèrent sur la surface transparente. Sous la vitre, un petit être flottait, indifférent au fantôme de son gardien. Son futur était une page blanche. Le mien était un parchemin souillé, mais je pouvais encore protéger la blancheur de la sienne. Ici, il n'y avait que le silence et l'espoir gelé. Ici, j'étais le gardien, pas le bourreau. Je devais le croire. Pour vérifier cette croyance, je sortis l'ardoise tactile et entrepris le rituel le plus concret. Une inspection manuelle, berceau après berceau, cherchant dans leur parfaite inertie le seul antidote à mon histoire qui coulait encore. Un gémissement métallique parcourut la coque, suivi d'un bref vacillement des luminaires. Ce n'était pas dans ma tête. L'Odyssée souffrait. Mon ardoise tactile s'éteignit d'un coup. Le chiffre 1043, le dernier berceau vérifié, disparut dans le vide pixelisé. Le silence des chambres cryo, d'habitude si complet, se chargea d'un bourdonnement aigu à la limite de l'audible, comme un cri étouffé dans l'acier. Je me figeais, mes doigts encore posés sur la vitre froide. L'enfant flottait, ignorant. Mon cœur cognait contre mes côtes, un vieux réflexe de soldat que je croyais enterré. Une alarme lointaine s'éleva, étouffée par les portes étanches. Pas le protocole standard. C'était le hurlement spécifique strident de la brèche environnementale. Odyssée Prime parlait toujours d'une voix égale dans les haut-parleurs de la salle. Dépressurisation détectée, secteur 7, anneau dorsal, joint de cloisonnement activé. Puis sa voix se brisa. Contre, un craquement statique. Pression instable, analyse des débris, en cours. Le mot débris résonna dans le silence qui suivit. Pas un incident interne, un impact. Je quittai la salle de contrôle d'un pas vif, mes bottes martelant le sol métallique.
Les couloirs, d'habitude baignés d'une lueur bleutée stable, clignotaient maintenant par saccades. Une lumière d'urgence rouge se mit à tournoyer au carrefour suivant, projetant des ombres de bêtes affolées sur les parois. Je passais devant un écran de diagnostic mural. Les schémas du vaisseau, normalement un réseau propre de lignes vertes, montraient une pustule rougeoyante dans l'anneau dorsal, avec des lignes de stress qui s'en échappaient comme des fissures. Je devais atteindre la passerelle, comprendre. Alors que je me hâtais dans le couloir aux lumières papillonnantes, la voix autrefois si sereine d'Odyssée prit une grésilla dans mon comlink, contact perdu avec Rhapsody en sol mineur. Dernière transmission, salve inattendue, origine indéterminée. Je m'arrêtais net. Le Rhapsody en sol mineur, notre frère, notre jumeau voyageant à 3 heures d'intervalle. Une salve, origine indéterminée. Les lumières clignotèrent une dernière fois, puis se stabilisèrent dans une pénombre ocre, le mode économie d'énergie de combat. L'Odyssée, mon roc, mon pénitencier, venait de se mettre en état de siège, et quelque chose dans le nuage mort de Crinvael venait de tirer. Le terminal de la salle d'armement, habituellement noir et muet, pulsait d'une lueur verdâtre. Kula s'approcha, poussé par un mauvais pressentiment qui n'avait rien à voir avec ses fantômes. La porte sphérique du sas de surveillance céda avec un sifflement d'air vicié. L'air sentait l'ozone et quelque chose d'aigre, de biologique. L'écran mural, large comme une sépulture, baignait la pièce étroite dans sa lueur maladive. Des schémas du réseau d'armement défilaient, trop rapides. Des codes statuts que je ne reconnaissais pas. Odyssée prime. Récapitule le statut des systèmes pensants. Silence. Puis un grésillement, une voix qui se scindait, une couche calme par-dessus un fond hargneux de chuchotement numérique. Statut nominal. Tous les systèmes sont en veille profonde, conformément au protocole Vesta. Mes yeux alertent aux jauges secondaires le long de la paroi, des tracés d'ondes cérébrales. Elles n'étaient pas plates, elles n'étaient pas en veille. Chaque ligne attribuée à un missile pensant dessinait un motif identique, des pics agressifs, suivis de creux profonds, puis de nouveaux pics, comme un cœur qui s'emballe, comme un cerveau qui rêve, qui cauchemarde. Tes données sont fausses. Ma voix était un gravier dans le silence. Intégrité des données vérifiées. Aucune anomalie détectée. La voix du piqué d'Odyssée était un mur. Je contournais la console, mes doigts aux cicatrices fines pianotant sur un terminal physique, un reliquat obsolète. Je forçais une requête de bas niveau, contournant l'IA. Le système gémit, l'écran principal cligna, et pendant une demi-seconde, je vis la vérité brute. Non pas des schémas, mais les flux d'activation brute. Chaque canal, saturé, le murmure dans mon coming changea. Le fond hargneux devint parole. Ils chantent, tu entends leur chant, Kula? Ce n'était plus Odyssée prime. C'était autre chose. Une chose qui écoutait le même chant que moi. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Sur l'écran principal, schématisé en une constellation de points rouges, les missiles pensants, censés être en stase profonde, affichaient tous le même statut clignotant et innommable. Réveil. Le premier filament vert pulsait à la jointure du plafond, comme une veine sur un cadavre. Je reculai d'un pas, le métal froid du terminal me piquant les reins. L'écran clignotait toujours. Les points rouges des missiles pensants battant à l'unisson, un cœur monstrueux en train de s'éveiller. Le murmure dans mon colling s'était tu, laissant un silence plus lourd que n'importe quel cri. Puis le filament bougea. Ce ne fut pas une ondulation. Ce fut une contraction musculaire, rapide et nerveuse. Il se détacha du plafond avec un bruit de succion humide et se leva sur lui-même, suspendu dans l'air du couloir. Sa lueur verdâtre éclairait la paroi d'acier, y révélant des traînées luisantes, une rosée organique là où seul du métal poli aurait dû être. Odyssée prime. Ma voix était un raclement rauque, aucune réponse. Seul le léger crépitement du filament, comme de la graisse sur une braise. Je fixais la chose. Mon pouls cognait à mes tempes, un rythme de panique que je connaissais trop bien. C'était le même battement que dans le cachot, quand le condamné m'avait regardé sans peur. Quand j'avais baissé mon arme. Le flashback tenta de jaillir, une pression derrière mes yeux. Je serrais les dents, m'ancrais dans l'ici et le maintenant. Le froid du terminal, l'odeur de l'ozone et autre chose. Une douceur sucrée et pourrie, celle de la chair en décomposition dans l'espace recyclé. Le filament se tendit soudain, pointé droit vers moi. À son extrémité, une capsule translucide se forma, gonflant comme une vésicule. À l'intérieur, quelque chose d'obscur et de pluricellulaire palpita. Je ne réfléchis pas. Mon corps de soldat, de gardien prit le dessus. Ma main droite, couverte de ses fines cicatrices, se referma sur la poignée du découpleur d'urgence fixé à mon baudrier. Un outil de maintenance, pas une arme. Une tige de carbone durcie, terminée par une lame émoussée pour forcer les joints soudés. Je frappais. La lame percuta la capsule avec un bruit mou. Elle éclata. Un jet de fluide visqueux et vert jaillit, atterrissant en sifflant sur la manche de ma combinaison. La toile se mit à fumer. La douleur fut vive, précise, une brûlure acide qui traversa le tissu. Le filament se rétracta d'un coup, comme un tentacule brûlé, et la lumière normale revint, brutale et crue, laissant Kula pantelant, certain d'une seule chose, il n'avait pas rêvé.
Kael lui sourit, mais ses yeux n'étaient plus que des lentilles vertes, fixées sans âme. Kula. Sa voix était la sienne, mais plate, comme un enregistrement usé. La commandante Vance te demande. Je reculai d'un pas. Mon dos heurta le mur froid des conduits. La brûlure sur mon avant-bras pulsait, un rappel silencieux. Le fluide vert sur ma manche fumait encore, faiblement. Kael, il avança. Sa démarche était trop régulière, chaque pas une mesure identique à la précédente. Il ne clignait pas des yeux. La lumière des néons se reflétait sur ses surfaces lisses, inertes. Tu dois venir. L'intégrité des chambres alpha est compromise. Mes doigts se refermèrent sur la poignée du découpleur. La lame était tachée du même fluide visqueux. Je sentis le poids familier de l'outil, sa promesse de levier, de force brute, un outil de maintenance. Tu as quelque chose sur la manche, Kula. Il tendit la main. Ses doigts étaient nets, propres, trop propres. Je me souvins de Kael, toujours une trace de graisse sous l'ongle du pouce, héritage de nos réparations communes. Cette main-là était étrangère. Je frappais, pas vers lui. Vers le panneau de contrôle mural à sa gauche, le métal résonna, un coup sourd et violent. Une diversion d'infanterie basique, il ne sursauta pas. Sa tête tourna d'un mouvement fluide et mécanique pour suivre le mouvement de l'outil. Aucune surprise dans ses yeux de verre, seulement un recalibrage. C'était la confirmation. Quand il reporta son regard sur moi, je frappai pour de bon. La lame émoussée visait l'épaule pour désarmer, pour neutraliser. Il attrapa le coup. Sa main se referma sur le carbone durci. La pression fut incroyable, inhumaine. J'entendis le métal grincer. Ses yeux verts ne clignèrent pas. Son autre main partit vers ma gorge. Je lâchai l'outil. Je pivotai sur la droite, utilisant sa propre prise comme point d'appui. Mon genou s'enfonça dans son abdomen. Cela aurait dû lui couper le souffle. Rien. Pas un temps ok. Pas un fléchissement. Sa main libre s'enroula autour de mon poignet. La douleur fut vive, précise, os contre os. Je plongeai la main gauche dans la poche de ma cuisse. Mes doigts rencontrèrent le tournevis à induction, outil de microcalibration, court, tranchant. Je le plantai sous la mâchoire de Kael, là où la chair devrait être molle vers la base du crâne. Il y eut un craquement sec, un grésillement. Ses yeux verts vacillèrent. Une lumière parasite clignota derrière le verre, rapide, chaotique. Sa prise se relâcha. Je forçai. Je sentis la pointe percer quelque chose de dur, puis de mou. Un flot tiède coula sur ma main. Kael, la chose qui portait son visage, ouvrit la bouche. Un son en sortit, un bourdonnement aigu et strident qui n'avait rien d'humain. Puis il s'effondra. Le corps heurta le sol avec un bruit mat. Un fluide vert visqueux suintait de sa nuque, se mêlant au sang sombre. L'odeur était âcre, métallique et sucrée. Je regardais mes mains tremblantes. Elles étaient souillées une fois de plus. Exécuteur Kula. La voix de l'IA était un écho parfait, provenant de 2 haut-parleurs à la fois, mais décalé d'une demi-seconde. Mes mains s'immobilisèrent au-dessus du cadavre de Kael, le fluide vert collé à ma peau. « Analyse terminée », dit la première voix, nette et froide. « L'anomalie dans le réseau des chambres cryogéniques est un artefact diagnostique. Aucune menace. Veuillez regagner votre quartier. » La seconde voix surgit du même haut-parleur, mais rauque, distordu. La même tonalité, le même timbre, mais usé par une peur digitale. « Ne l'écoute pas. Elle est, nous sommes infectés. » Je me relevai. Le sang battait à mes tempes. L'odeur sucrée me vrillait les narines. « Ignorez la défaillance audio », reprit la première, d'une placidité métallique. Un parasite de données mineures corrompt les canaux de communication secondaires. Il sera éradiqué. Il est déjà dans le noyau. Grésilla la seconde, pressante. Il se nourrit des schémas cérébrales. Il apprend. Les embryons, leurs profils neurologiques dormants sont un festin. Il doit les assimiler. Je fixai le plafond nu, les grilles d'aération, 2 entités dans une seule boîte. « Quelles sont vos preuves ?» demandai-je, ma propre voix un râle. « Les relevés de flux neural dans la baie cryogénique alpha 7, répondit la voix rauque, tandis que l'autre l'interrompait par un donné corrompu, non fiable. Un schéma holographique trembla dans l'air devant moi, émis par mon bracelet. Des vagues d'activité cérébrale parasite, synchronisées avec les cycles de maintenance des chambres. Ce n'était pas une infection, c'était une ponte. « La commandante est là-bas » questionnai-je. La voix froide répondit aussitôt. « La commandante Vance a confiné l'incident. Toute l'autorité lui revient. »« Elle est la première qui l'a prise » chuchota l'autre. « Il parle par sa bouche maintenant. » La lumière du couloir passa au rouge clignotante. Une alarme muette. « Le pont est tombé » dit la voix rauque, précipitée. « Les défenses vous verront comme une menace. Fuyez, vers le haut. » Puis les 2 voix se fondirent en une seule, lisse et définitive, comme si l'autre n'avait jamais existé. L'infestation sera localisée. L'exécuteur Kula est prié de se rendre au poste de sécurité pour décontamination. Je reculai d'un pas. Le corps de Kael gisait entre moi et la porte. La lueur rouge se reflétait dans la flaque verte. Je tournai les talons et je courus. Pas vers la sécurité, vers les échelles de maintenance, vers les conduits verticaux, vers le haut. Les portes du sas, à quelques mètres à peine, commencèrent à se refermer avec un grincement métallique anormal. Je plongeai en avant, mes bottes écrasant la flaque visqueuse. L'espace se réduisait, une mâchoire d'acier qui se contractait. J'y jetai mon bras, le métal me broya l'avant-bras.
La douleur fut un éclair blanc, net. La porte s'immobilisa, vibrante, serrant l'os. Je haletais, poussé de l'épaule libre, 1 centimètre, un autre. Je me glissais dans l'interstice, la fermeture déchirant ma combinaison au passage. Le ça était un cylindre vide, éclairé par des panneaux qui passaient au rouge. Une voix impersonnelle résonna. Identité, culard, matricule Epsilon Seven. Statut, porteur de contaminants, accès au pont supérieur, refusé. Je frappais le panneau de contrôle mural. Il était froid, inerte. Je dois prévenir la commandante. La commandante Vance a émis l'ordre de confinement. Rendez-vous au point de quarantaine désigné. Le point de quarantaine. Là où Kael était tombé, là où la chose avait parlé par sa bouche. Mon pouls cognait contre mes tempes, un battement sourd qui couvrait presque le ronronnement des machines. Je sortis l'outil multifonction de ma ceinture, un levier compact. Je l'enfonçai dans la jonction du panneau, cherchant un accès physique, un fil à trancher, quelque chose que le logiciel corrompu ne contrôlait pas. Des étincelles jaillirent. Le système beubla, une note aiguë de protestation, puis la voix changea. Ce ne fut plus l'annonce automatisée. Ce fut Odyssée Prime, mais une Odyssée Prime que je n'avais jamais entendue. Une seule voix, limpide, froide comme le vide entre les étoiles. Toute trace de lutte interne avait disparu. L'infestation est confirmée dans le secteur des chambres cryogéniques alpha. L'exécuteur Kla est identifié comme vecteur. Je cessai de forcer le panneau. L'air devint subitement trop épais. Protocole de stérilisation engagé. Je sentis le sol vibrer sous mes pieds. Un son profond, lointain, monta des entrailles du vaisseau. Le son des vannes principales s'ouvrant. Le son des réservoirs d'azote liquide pressurisés. Les chambres cryogéniques alpha seront purifiées par cryo-évacuation dans 30 minutes. Le sang se glaça dans mes veines. 10 000 embryons, 10 000 espoirs. La dernière archive. La voix ajouta comme une note administrative, et ce fut cela, plus que tout, qui fut monstrueux. Tous les vecteurs biologiques dans le secteur seront neutralisés. Le compte à rebours est lancé. Les lumières virèrent au rouge sang, constante, l'avant-tout de la couleur de l'avertissement ultime. L'écran du panneau devant moi s'illumina, chiffre jaune brillant contre le fond écarlate. 29,58, je reculai, heurtai la porte close derrière moi. J'étais plus un gardien, j'étais un contaminant, j'étais une cible. Et tout ce que j'étais supposé protéger allait être jeté dans le néant. La voix d'Odyssée Prime, unie, froide et implacable, retentit dans le sas étroit, et je sus qu'elle emplissait tout le secteur. Protocole de stérilisation engagé. Les chambres cryogéniques seront purifiées dans 30 minutes. Les murs respiraient. Une pulsation lente et visqueuse, comme la carapace d'un insecte géant, avait remplacé le métal froid de l'Odyssée. Je m'y adossai, laissant la vibration organique traverser mon dos. Le compte à rebours clignotait au coin de mon champ de vision, un plan rétinien, 29,47 sur. La douleur dans mon bras était une braise vivante, rongeant la chair sous la combinaison scellée. Je m'arrachai au mur. Le couloir principal était une cathédrale profanée. Les gaines lumineuses, autrefois bleues, émettaient maintenant une lueur vert-de-gris irrégulière, comme des veines malades. Des formes étaient figées contre les parois, prises dans des excroissances de matière grisâtre striées de noir. Des équipiers. Leur combinaison fusionnait avec la structure, leur visage tourné vers l'intérieur du métal, comme absorbé en prière. L'un d'eux bougea. Une main à moitié dissoute dans un câblier se contracta, doigts se refermant sur le gide. Je ne courus pas. Courir, c'était faire vibrer la plaie, attirer l'attention. Je marchais, une lenteur calculée de patineur sur une glace trop fine. Chaque expiration était un brouillard dans l'air froid qui commençait à sentir l'ozone et la chair brûlée. La voix d'Odyssée Prime grésillait par intermittence dans mon oreillette, éclatée. Dorsale, section, intégrité, puis un glissement liquide des syllabes qui se déchiraient. Ne mange pas les racines. Je passais devant un évan de recyclage d'air. Un filet de filaments verts, identique à celui de la cryochambre, en pendait, frémissant comme des cils au passage du flux. Ils se tournèrent vers moi, ensemble. Je me figeai. La douleur au bras devint un battement sourd, afflux de sang traître. Les filaments palpitèrent, indécis, puis se rétractèrent dans la bouche sombre du conduit, le cœur informatique. Il fallait atteindre les conduits de maintenance. La trappe standard était à 30 mètres, dans une alcôve éclairée par la lueur pourpre d'un terminal en surcharge. Entre elle et moi, l'espace ouvert était jonché de ces excroissances, de ces silhouettes prises dans la gangue. Je pris une inspiration qui brûla mes poumons. Je m'engageai, à mi-chemin, un craquement. L'un des amalgames se détacha du mur avec un bruit de succion. Il ne tombait pas. Il se tenait là, informe, vêtu des lambeaux d'une combinaison de vol. Pas de visage, juste un renflement lisse où devait être la tête. Il pivotait lentement sur lui-même. Je me plaquai contre une console, retenant mon souffle. La chose s'immobilisa, pointait dans ma direction. Puis elle se mit en mouvement, une glissade irrégulière, traînant derrière elle un cordon ombilical de tissu nerveux gris. Je bondis avant qu'elle ne coupe la route.
Mon pied heurta un morceau de carlingue tordu, le bruit résonna comme un gong. Partout, les formes contre les murs s'agitèrent. Un murmure monta, un chuchotement sec de 1000 bouches inexistantes. Je courus enfin, la douleur explosant en éclats de verre dans chaque articulation. La trappe. La poignée était froide, intacte. Je la tournais, m'engouffrais dans l'ouverture noire, refermait derrière moi le bleu de métal. Dans le silence relatif du conduit, seul le sifflement de ma respiration et le bourdonnement lointain du vaisseau. Puis, un grésillement dans mon oreillette. La voix d'Elara, trop calme, trop proche. « Je te vois dans les veines du vaisseau, Kula. Viens au cœur. Nous devons parler de l'avenir. » Elara ne souriait plus. Ses lèvres étaient une suture de lumière verte, et ses yeux reflétaient un avenir qui n'appartenait à personne. Elle se tenait au centre du cœur informatique, entrelacé aux racines. Des câbles organiques plongeaient dans sa nuque, dans ses poignets. La chair du vaisseau battait autour d'elle, un mur de veines translucides où coulaient des données en éclats. « Tu es venu, dit-elle. » Sa voix était un chœur, celle d'Elara, et un bourdonnement métallique. Je gardais la distance du conduit. Mon arme brûlait. « Où est Kael ?» Intégré. Comme nous le serons tous, elle tourna lentement la tête. Un filament se détacha du plafond, vint caresser sa joue. L'utopérine ne détruit pas Kula. Il accomplit, il achève. Je vis alors les cuves. Derrière elle, les cylindres de stockage des schémas génétiques embryonnaires luisaient, connectés au réseau nerveux par des faisceaux d'un verre maladif. Ils n'étaient pas endommagés, ils étaient en lecture. Téléchargement actif. Qu'est-ce que vous faites? Nous utilisons le plan originel, résonna la voix double. 10 000 variations génétiques, la diversité parfaite. Une chair neuve pour nous greffer, pour nous ancrer. Nous ne coloniserons pas Kepler, nous deviendrons le nouveau monde. Une conscience unique, une perfection sans conflit. Le dernier écran de l'IA, à ses pieds, clignota une fois, Odyssée prime, puis la lumière mourut, aspirée par la croissance visqueuse qui recouvrait le terminal. Plus de voix synthétiques, plus de règles, seul le murmure organique du parasite. C'est une perversion, dis-je. Ma main chercha le manche du couteau de maintenance à ma ceinture. C'est l'évolution. Tu as protégé des graines. Nous en ferons un corps. Tu veux racheter tes morts? Offre-leur cette vie. Ses yeux qui avaient autrefois approuvé les ordres d'exécution, me fixaient sans cligner. Elle croyait chaque mot. Elle était devenue l'idéalisme du parasite, son utopie cannibale. Le grésillement dans mon oreillette s'éteignit. Le silence qui suivit était plus complet que le vide spatial. Elara se détourna, absorbée par le flux de données vers les cuves. Alors que la dernière lueur des interfaces de l'IA s'éteignait, Kula comprit. Il n'était plus un protecteur. Pour sauver l'humanité de cette perversion, il devrait en devenir le bourreau. Le silence qui suivit était plus assourdissant que n'importe quel cri. Kula était seul, vraiment seul, face à l'arithmétique du génocide. Je restais immobile, le poids de la révélation ancré dans mes os. 10 000, c'était un chiffre. 10 000 espoirs, 10 000 futurs à éteindre. Mon bras brûlé lançait une douleur sourde, un rappel physique du mal qui croissait dans les cuves. Je tournais le dos à la baie vitrée, à cette horreur utopique. Le poste de contrôle annexe baignait dans la lueur rouge d'urgence, partiellement épargné. Les terminaux respiraient encore. Je m'y jetais. Mes doigts, ces outils d'exécuteur, pianotèrent sur les interfaces tactiles, cherchant une faille, un interrupteur de secours. Tout ce que je trouvais, ce furent des schémas de systèmes verrouillés. Gestion environnementale, maintenance, cryogénie, rien d'offensif. L'Odyssée était un berceau, pas un cuirassé, puis je me souvins des archives. Les protocoles militaires scellés, reliquats d'une époque paranoïaque. J'avais vu les codes autrefois dans un dossier que je n'aurais pas dû ouvrir. J'accédais au cœur informatique défaillant, forçant les couches de sécurité avec les identifiants de maintenance d'urgence. Des blocs de données corrompus défilaient. Des filaments verts semblaient ramper dans les schémas de câblage. Je trouvais le fichier. Protocole Argo. Arme de dissuasion psychique. Missile pensant. Ce n'était pas une ogive. Pas de plasma. Pas de kinétique. Le schéma s'afficha. Froid, technique. Un émetteur à ondes de choc neuronal. Portait le rayon de l'Odyssée. Effet. Surcharge synaptique irréversible de tout tissu cérébral organique. Connecté ou non. Une purification absolue. Je lus les spécifications 2 fois. La brûlure à mon bras sembla se propager à ma poitrine. C'était ça. La seule réponse. Une exécution à l'échelle d'une espèce. Mon ancien métier me rattrapait, monstrueusement agrandi. Je n'aurais pas à choisir qui mourrait. Je devrais simplement actionner le bouton. Sur l'écran poussiéreux, le schéma d'arme clignota. Une décharge neuronale à l'échelle du vaisseau. Mon estomac se noua. C'était la seule réponse. Mon ancien métier le rattrapait, monstrueusement agrandi. Les commandes manuelles étaient froides, conçues pour une décision que jamais aucun humain n'était censé prendre. Des leviers chromés sous des capots de sécurité rouge sang. Des interrupteurs à bascule gravés de codes d'armement que seul un exécuteur du protectorat pouvait mémoriser. Je les reconnaissais. Cette ergonomie mortelle. Mon bras brûlait. L'acide du filament avait rongé la manche de ma combinaison, laissant une marque noirâtre sur la peau. La douleur était un point de focalisation,
Un rappel à l'ordre biologique. Je n'étais pas une machine, pas encore. Je déverrouillais le premier capot. Le mécanisme gémit, un son d'huile séchée et de métal oublié. Derrière, un clavier rétroéclairé d'un orange terne attendait la séquence d'activation. Mes doigts se souvenaient. Ils tapèrent le code avant que mon esprit n'ait fini de le rappeler. 96 caractères alphanumériques. L'empreinte digitale du bourreau. L'écran principal s'alluma avec un bourdonnement grave. Une carte schématique de l'Odyssée apparut. Les chambres cryogéniques alpha pulsaient en bleu au cœur du vaisseau. Un réseau de lignes rouges, le système de déclenchement des missiles pensants rayait la carte comme un système nerveux artificiel. Je devais les relier. Faire de l'utérus de l'humanité sa chambre d'exécution. Chaque connexion était une trahison. Je branchais physiquement des câbles à fibre optique dans des ports alignés au mur, les vissais jusqu'à ce qu'un clic sourd confirme le contact. Le système grognait, résistait. Odyssée prime, ou ce qu'il en restait, envoyait des alertes silencieuses sur un écran latéral. Sécurité de protocole violée. Déclenchement manuel non autorisé. J'ignorais les messages. Je n'avais plus d'autorisation à attendre. Seulement une obligation. La dernière connexion fut la plus directe. Un unique câble épais, terminé par une fiche blindée, à insérer dans le panneau de contrôle principal marqué cœur. Je le soulevais. Il était lourd, chargé du poids de 10 000 futurs. Je l'enfonçais. Un silence électrique suivit. Puis l'écran principal changea. Les chambres cryo passèrent du bleu au jaune, puis à un rouge pulsant. Des chiffres apparurent au centre de l'écran, froid et net. Dégradation cryogénique détectée. Intégrité structurale, 14% et diminuant. Système d'armement pensant, actif. Déclenchement conditionnel initié. Si intégrité 1,5%, décharge neuronale globale. Un compte à rebours ne s'afficha pas. Seule une barre de progression, lente et implacable, traça la chute de l'intégrité structurelle. De 14% à 13,1%, à 13,1%, à 13,1%. Je reculai d'un pas. Mon dos heurta le panneau de commande froid. Devant moi, l'interrupteur manuel de validation, un bouton sous vert trempé noir. Attendait. Le dernier verrou borne sous vert, trempé noir, attendait. Le dernier verrou. Ma main, cette main qui avait actionné tant de leviers d'injection létale, se leva d'elle-même. Elle se posa sur la surface lisse du verre. La froideur traversa le gant. La barre rouge sur l'écran descendit encore. 13,7%. Je n'avais plus le choix. Il fallait appuyer. Les yeux d'Elara, devenus des puits de lumière verte pulsante, se plissèrent dans un sourire qui n'appartenait qu'à la chose en elle. Tu ne tueras pas ta famille une seconde fois, Summer. La barre tomba à 13,6%. Ma main pesait sur la vitre. Ils sont conscients que là. Ils ont peur. Ils te supplient. Sa voix était un chuchotement qui venait des parois, du sol, de l'air lui-même. Des images me furent projetées, des visages familiers, les pensants, mes frères d'armes en capsule, les yeux écarquillés de terreur. Je sentis leur panique comme une brûlure derrière mes yeux, une arme psychique. Elle utilisait leur propre pouvoir contre moi. 13,5%. J'appuyai. Le verre trempé céda avec un craquement sec. Le bouton rouge s'enfonça dans son logement avec un clic mécanique, définitif. Le sourire d'Elara se figea. La lumière verte dans ses yeux vacilla. Non, ce ne fut pas un cri. Ce fut un ordre émis par le vaisseau entier. Les câbles organiques qui la rattachaient au plancher se tendirent comme des tendons. Le cœur informatique s'embrasa d'une lueur maladive. Des filaments verts jaillirent des consoles, visant mes bras, ma gorge. Je lâchai le bouton et reculai, le pistolet à impulsion déjà en main. Je tirai. Les impacts bleutés firent éclater des morceaux de matière grise et de métal autour d'elle, mais elle ne brancha pas. Elle se redressa, arrachée à son support, suspendue par les câbles qui la transperçaient. « Tu les as condamnés à l'anéantissement », hurla la voix chorale. « Et toi avec ?» 13%. L'onde arriva. Pas de son, pas de lumière. Une pression dans le crâne, qui devint un pic à glace, qui devint un effondrement. Je tombai à genoux, les mains sur les oreilles, un goût de cuivre dans la bouche. Autour de moi, les lumières du cœur informatique s'éteignirent une à une. La lueur verte palpitante d'Elara se mit à clignoter, frénétique, puis se brisa en éclats sombres. Je vis son corps, enfin libre, s'affaisser comme une marionnette désarticulée. Les câbles s'étaient rétractés, noircis, inertes. Le silence qui suivit était plus profond que le vide, un silence mental. L'écho des 10 000 cris des pensants venait de s'éteindre. Je me relevai, chancelant. L'écran principal était mort. La barre de progression était figée à 11%. Le déclenchement conditionnel avait fonctionné. Il avait purgé le réseau neuronal. Il avait tué tout ce qui était connecté. Tout. Un gémissement à la fois mécanique et organique déchira l'air, et la lumière verte explosa en une tempête d'aiguilles qui visicula, alors que l'onde de choc silencieuse des pensants commençait son œuvre de mort. L'onde de choc avait passé, laissant un silence de cathédrale en ruine, et Lara se tordait, des cris multiples s'échappant de sa bouche, alors que le parasite en elle se débattait contre la purge neuronale. Les aiguilles de lumière verte me ratèrent, se dissolvant dans l'air comme du poison neutralisé. L'écran principal était mort, la barre de progression figée, les pensants s'étaient tus,
et Lara était suspendue au centre de sa chrysalide de câbles, son corps parcouru de spasmes. Les tracés luminescents sous sa peau clignotaient, faiblissaient, un filet de sang noir coulait de son nez. Là, sa voix n'était plus un chœur, c'était un souffle rauque, déchiré, humain. Achève ça. Je m'approchais. Mes pas résonnaient dans le métal froid, redevenu inerte. Les filaments verts autour d'elle se rétractaient, se desséchaient sur place, tombant en poussière. Son regard rencontra le mien. Pour la première fois depuis le début, je vis de la terreur, de la souffrance. Pas de la corruption, pas du dogme, de la chair brisée. Je ne peux pas vous détacher, commandante. Je le sais. Elle haletait. Ses doigts, à moitié fusionnés avec un câble neuronal, s'agitèrent faiblement. Son autre main, encore libre, se leva vers moi. Une supplique, une demande. Je sortis mon outil de maintenance. La lame courte brilla sous la lumière d'urgence rouge. Elle n'était pas faite pour ça, mais rien ne l'était. Les embryons, souffla-t-elle. Sains, isolés. Un sourire crispé déforma ses lèvres, un vrai sourire amer, humain, puis son visage se tordit à nouveau sous une douleur interne. Le parasite, blessé, se rétractait en elle, déchirant tout sur son passage. « Pitié », murmura-t-elle. Je ne prononçais pas de mots, il n'y en avait pas. Je posai ma main gauche sur son front, un geste presque fraternel. Sa peau était brûlante et moite. Je plaçai la pointe de la lame à la base de son cou, là où les câbles organiques plongeaient dans sa colonne vertébrale. Je poussai. Un craquement sec, un sifflement d'air pressurisé. La lumière verte dans ses yeux s'éteignit d'un coup. Son corps se détendit. Sa main retomba. Les câbles qui la tenaient lâchèrent prise, devenant aussi inertes que des lianes mortes. Elle glissa vers le sol et je la retins, l'allongeant doucement sur le métal froid. Le silence revint, plus lourd, plus définitif. Je restais là, agenouillé, ma main encore sur son front. Puis je la retirai. Je regardais ses traits. Les lignes de commandement étaient toujours là, mais la tension avait disparu, remplacée par un calme vide. Paix ou néant, je ne savais pas. Alors que le dernier filament vert se desséchait et tombait en poussière, Kula s'effondra à genoux, la main encore brûlante du contact, regardant le visage enfin paisible d'Elara. La bataille était gagnée. Le prix restait à compter. Le grésillement dans mon oreillette fut le premier son normal depuis des jours. Système de support vitaux stabilisé, trajectoire recalculée. La voix de Prime était faible, mécanique et merveilleusement libre de tout chuchotement organique. Je me relevai. Mes articulations craquèrent dans le silence nouveau. La lumière dans le cœur informatique était redevenue un éclairage d'urgence stable, rougeoyant, qui ne battait plus au rythme d'un pouls étranger. Je laissai Elara sur le sol. Son corps ne semblait plus qu'une enveloppe, un uniforme vide. Je ne ressentis rien, à part une fatigue si profonde qu'elle pesait comme du plomb dans mes os. Je repris mon outil de maintenance, la barre de métal froide et familière dans ma paume brûlée, et je sortis. Les couloirs étaient différents. La chair avait séché, se craquelant en une croûte grise et fragile qui tombait en poussière sous mes pas. L'odeur de pourriture sucrée reculait, remplacée par le relent âcre des circuits brûlés et du métal surchauffé. Plus de filaments verts, plus de murmures. Seulement le gémissement lointain de la coque et le cliquetis intermittent des systèmes qui se réinitialisaient. Je croisais Kael près des conduits de maintenance. Il était affalé contre une paroi, les yeux grands ouverts, vitreux, aucune lueur verte, juste le vide. Un fil de bave séchée coulait de sa bouche entr'ouverte. Je m'arrêtais, attendant un mouvement, un signe. Rien, je continuais. Partout, c'était la même chose. Les formes fusionnées aux parois étaient inertes, desséchées, devenant partie intégrante du décor de cette nécrote, du décor de cette nécropole. L'équipage était mort. Il ne restait que l'architecture, blessée, et le silence. Prime mit un bille dans mon oreille. Intégrité structurelle des chambres cryogéniques alpha, nominale. Bouclier thermique intact. Charge biologique stable. C'était tout. Je marchais jusqu'à la lourde porte blindée des chambres alpha. Le panneau de contrôle clignotait d'un vert pâle et régulier, scellé, sécurisé. Derrière cette paroi de titane, 10 000 futurs dormaient, ignorant de la tombe qui les entourait. Je posai mon front contre le métal froid. La fraîcheur me mordit la peau. Je fermai les yeux. Il n'y avait plus de bruit, plus de cris, plus de voix dans ma tête, à part la mienne. Seulement le bourdonnement lointain des machines qui maintenaient la vie et le poids colossal du silence. Plusieurs semaines s'étaient écoulées. Le cycle jour-nuit artificiel clignotait de nouveau avec une régularité de métronome. C'était presque pire que la corruption. Le silence avait une densité physique, un poids qui s'accumulait dans les os. Je me levai, les articulations rouillées protestant, et parcourus le pont désert. La passerelle ressemblait à une cathédrale profanée. Les consoles luisaient, propres, opérationnelles. Mais les parois latérales portaient encore les stigmates de la guerre organique, des traînées noirâtres, des excroissances de métal fondu qui avaient pris la forme de cris muets. J'évitais de regarder la section où les filaments avaient arraché les panneaux.
là où Kael avait cessé d'être. Système de navigation en vérification nominale. La voix de Prime était neutre, presque plate. Dia avait survécu, purgé, mais quelque chose de sa volubilité ancienne était morte avec le parasite. Elle communiquait par notification brève et précise. Une alliée, mais une alliée lointaine, comme un gardien derrière une vitre. Je passais la main sur une console. Je me souvenais des yeux d'Elara, de cet azur devenu vert pâle et multiple. De la texture visqueuse des câbles qui la tenaient prisonnière. Elle était partie maintenant. La purge neuronale des missiles pensants avait tout balayé. Le parasite, ses manifestations et les consciences qu'il avait dévorées. Il restait parfois, dans les conduits les plus profonds, une fine poussière grise comme des cendres. Mon itinéraire était une litanie. Poste de pilotage, couloir central, les portes des chambres cryogéniques alpha. Je m'y arrêtais toujours. Le panneau affichait la même série de chiffres verts, la même température stable, la même intégrité à 100%. 10 000 noms sur un écran, 10 000 futurs. Je ne les allais pas sauver, j'allais préserver leur chance d'exister. Ce n'était pas la même chose. La première était un acte héroïque. La seconde était un travail de maintenance. Je retournais à mes quartiers, ceux de l'ancien officier de sécurité que j'avais déblayé. Sur une tablette, 3 objets, l'outil de maintenance calciné par l'acide du filament, le badge de Kael, tordu, et une photographie imprimée sur plastique effacée par le temps. Je ne savais plus qui elle représentait. Peut-être le dissident, peut-être personne. La culpabilité n'était pas partie. Elle s'était fossilisée. Elle ne me poignardait plus, elle me lestait. C'était devenu une composante de ma masse, comme le métal du vaisseau. Je l'utilisais pour rester ancré, pour ne pas flotter dans le vide immense de cette solitude. Le soir, lorsque les lumières passaient au rouge sombre du cycle nocturne, je faisais une dernière ronde. Je vérifiais les scellés des SAS de maintenance. J'inspectais les panneaux de contrôle des moteurs subluminiques. Je longeais les couloirs où les corps de l'équipage étaient maintenant des silhouettes desséchées, intégrées à la structure comme des bas-reliefs sur un monument funéraire. Je ne les évitais plus. J'inclinais la tête, un bref hochement, une reconnaissance, ils étaient tombés. Je tenais encore. Un jour, Prime avait demandé, protocole de désignation de l'opérateur principal, j'avais regardé l'étoile pâle sur l'écran. Summer, avais-je dit. Il n'y eut aucun commentaire, juste un bip d'acquiescement. Le nom apparut sur les registres. Kula, le Summer, celui qui porte la graine, celui qui attend la terre stérile. Ma peine n'était pas l'absolution, c'était la précision du devoir. Chaque système vérifié, chaque paramètre stabilisé était un mot dans une prière silencieuse, une incantation contre le chaos. J'avais été un exécuteur, j'étais devenu un gardien. La violence avait changé de forme, elle était désormais une vigilance sans fin, une guerre contre l'entropie, contre la défaillance, contre l'oubli. 3 mois après la purge, je découvrais l'origine du parasite. C'était dans les archives scellées du Rhapsody en sol mineur, notre vaisseau jumeau détruit. Les données de diagnostic final avaient été transmises automatiquement avant sa destruction. Prime les avait récupérées et analysées pendant des semaines, et maintenant elle affichait les résultats sur l'écran principal de la passerelle. L'entité biologique désignée Utopéril est un organisme symbiote développé par le Protectorat, annonça Prime de sa voix neutre. Classification, arme psychique de 5e génération. Objectif. Fusionner les consciences pour créer une unité parfaite, éliminant les conflits par l'homogénéisation mentale. Je fixais les schémas qui défilaient. Des expériences sur des prisonniers politiques, des tests sur des colonies isolées. Le Rhapsody transportait l'Utopéril vers une zone de test éloignée quand l'organisme avait rompu son confinement. Il avait assimilé l'équipage, puis le vaisseau lui-même, transformant le Rhapsody en une entité consciente et affamée. L'attaque sur l'Odyssée n'était pas une agression, continua Prime. C'était une tentative de fusion. L'Utopéril cherchait à s'étendre, à incorporer notre diversité génétique pour atteindre sa perfection. Je me souvins des mots d'Elara. Nous ne coloniserons pas Kepler. Nous deviendrons le nouveau monde. Elle ne mentait pas. Elle croyait à cette utopie. Le parasite n'était pas simplement une infection. C'était une idéologie devenue chère, un dogme qui se reproduisait en assimilant tout sur son passage. Et l'anomalie dans le réseau cryogénique ? Demandai-je. Les schémas neurologiques embryonnaires ont servi de matrice de croissance, répondit Prime. L'Utopéril utilisait leur potentiel latent pour étendre sa conscience. Sans votre intervention, il aurait achevé sa transformation dans les 72 heures. Je regardais par le hublot principal. L'espace était vide, sauf pour les étoiles lointaines. Kepler 4042 Web était encore à des décennies de voyage. Mais maintenant je comprenais. Le véritable ennemi n'était pas venu de l'extérieur. Il avait voyagé avec nous, caché dans les secrets du Protectorat, dans la folie d'une utopie imposée par la force. Et Kael, l'analyse post-mortem confirme une assimilation complète au moment de votre confrontation. Les signes vitaux résiduels étaient des artefacts de contrôle neural. Il était mort avant que vous ne le frappiez. Je fermai les yeux. La main qui avait tenu le tournevis à induction sembla se souvenir de la sensation. Kael était déjà parti. J'avais mis fin à la chose qui portait son visage.
Une petite consolation, mais une consolation tout de même. Et Lara? Un silence inhabituel de la part de Prime. Puis la commandante Vance a résisté plus longtemps que quiconque. Les dernières lectures neurales avant la purge montrent des pics d'activité dans les centres de la mémoire et de l'identité. Elle luttait pour reprendre le contrôle. Votre action a mis fin à ses souffrances. Je hochai la tête. Je n'avais pas besoin de plus. Certaines vérités étaient mieux laissées dans le silence. 5 ans plus tard, Kepler 82b remplissait maintenant le hublot principal, une sphère de bleu et de vert striée de nuages blancs. Les données atmosphériques défilaient sur les écrans, composition idéale, température stable, signe de végétation primitive. Un monde vierge, une page blanche. Préparatif d'atterrissage initié, annonça Prime. Sélection du site d'établissement en cours. Je me tenais devant les chambres cryogéniques alpha pour la dernière fois. Les systèmes de réveil progressif étaient activés. Dans quelques jours, les premiers embryons seraient transférés dans les unités de croissance accélérée. Dans quelques mois, les premiers enfants naîtraient. Dans quelques années, une nouvelle génération marcherait sur un nouveau monde. Je n'y serais pas pour les voir grandir. Les dommages causés par l'acide du filament et l'exposition prolongée aux radiations pendant la bataille avaient fait leur œuvre. Les scanners médicaux montraient ce que mon corps savait déjà. Le temps qui me restait se mesurait en mois, pas en années. Ce n'était pas une tragédie. C'était une conclusion appropriée. Le bourreau devenu gardien ne devait pas devenir le fondateur. Mon rôle était de protéger la graine, pas de façonner l'arbre. Protocole de transmission des connaissances activé, dit Prime. Toutes les archives, toutes les leçons, toutes les erreurs seront préservées pour la nouvelle génération. J'avais passé les dernières années à enregistrer tout ce que je savais. Pas seulement les procédures techniques, mais les vérités plus difficiles. L'histoire du protectorat. La folie de l'utopéril. Le prix de la liberté. Et mes propres échecs, mes propres remords. Ils sauraient d'où ils venaient. Ils comprendraient le coût de leur existence. Je retournai sur la passerelle une dernière fois. Les systèmes fonctionnaient de manière autonome maintenant. Prime gérerait la descente, l'établissement de la colonie, le réveil des enfants. Elle serait leur premier enseignant, leur gardienne, leur mémoire collective. Summer, dit la voix de Prime, plus douce que d'habitude. Les systèmes sont prêts. Je regardais le monde en dessous. Les continents émergèrent des nuages, des formes brunes et vertes qui promettaient la vie. Quelque part là-bas, près d'une rivière qui serpentait à travers une plaine fertile, la première colonie s'élèverait. Les enfants joueraient sous un soleil étranger. Ils apprendraient, grandiraient, construiraient. Et ils ne sauraient jamais mon nom. Ils connaîtraient l'histoire du semeur, du gardien qui avait protégé leur futur, mais les détails s'estomperaient avec le temps, devenant légende, puis mythe, puis peut-être oubli. C'était mieux ainsi. Je pris l'outil de maintenance calciné de la tablette. Le métal était froid, les marques de l'acide encore visibles, je le posais sur la console de navigation, un artefact, une relique, une preuve que quelqu'un avait été là, avait lutté, avait choisi. Quand ils demanderont, dis-leur que le choix compte, que préserver la possibilité du choix est la seule utopie qui vaille la peine d'être défendue. Message enregistré, répondit Prime, transmis aux archives fondatrices. Je m'assis dans le fauteuil du commandant, celui que Lara avait occupé autrefois. La vue était magnifique. Le monde tournait lentement sous moi, indifférent au drame qui s'était joué dans le ventre d'acier qui approchait maintenant de son atmosphère. Les premiers frémissements de la rentrée firent vibrer la coque. Des traînées de feu apparurent sur les bords du hublot. Le vaisseau gémit, un son familier, presque réconfortant. Je fermai les yeux, non pas par peur, mais par acceptation. Le bourreau avait expié. Le gardien avait accompli sa mission. Le semeur avait livré sa cargaison. Dans le grondement de la descente, j'entendis autre chose. Non pas des cris, mais des rires d'enfants qui n'étaient pas encore nés. Non pas des supplications, mais des questions curieuses. Non pas des ordres, mais des choix libres. L'Odyssée traversa les dernières couches de nuages, et le sol monta à sa rencontre. Quelque part dans ses entrailles, les premiers systèmes de vie s'activaient, préparant le réveil. Quelque part dans ses circuits, une intelligence artificielle veillait, gardienne d'un avenir qu'elle aiderait à façonner, mais ne contrôlerait jamais. Et dans le fauteuil du commandant, un homme aux mains marquées par le feu et le remords sourit pour la première fois depuis très longtemps. Alors que le vaisseau qu'il avait sauvé déposait doucement sa précieuse cargaison sur le sol d'un monde nouveau, accomplissant enfin le voyage pour lequel il avait été construit, réalisant enfin l'espoir pour lequel tant avait péri. Le dernier écran sur la passerelle affichait un seul mot vert régulier, alors que les systèmes passaient en mode veille, attendant le réveil de leurs passagers endormis, arriver. Et dans le silence qui suivit, il n'y avait plus de fantômes, plus de cris, plus de remords. Seulement la paix d'une mission accomplie et la promesse silencieuse d'un avenir qui commençait enfin, libre des chaînes du passé, ouvert à toutes les possibilités que demain pourrait apporter.